Bonsoir, ici Alain Gravel. Bienvenue en Jeu. Nous avons deux sujets cette semaine. Tout d'abord, pourquoi de plus en plus de gens refusent de mourir à l'hôpital? Le témoignage de deux mourants qui ont décidé de passer leurs derniers jours chez eux. Et un sujet beaucoup plus léger, l'histoire étonnante d'un chanteur qui, avec ses seuls 3 accords de guitare, remporte un succès monstre en Acadie. Saviez-vous que chaque année au Québec, il y a environ 50 000 décès? La grande majorité des gens meurent à l'hôpital d'une maladie. Mais il y a de plus en plus de personnes qui souhaitent passer leurs derniers jours dans un environnement beaucoup plus confortable et chaleureux, idéalement chez elles. Notre système de santé est-il prêt à les soutenir? En Jeu a suivi cet été l'histoire de 2 personnes qui ont décidé de mourir à la maison, entourées des membres de leur famille. Voici leur témoignage. On est à la mi-juillet dans un petit bar du plateau Mont-Royal à Montréal. Les frères Marcos et Arcadio Marin donnent un spectacle de flamenco. Dans ce chant andalou, un homme pleure la mort de sa mère. Quelques rues plus loin, leur propre mère achève sa vie. Elle a un cancer. Ce soir-là, c'est son amie Julia Martin qui veille sur elle. Elle est trop malade pour assister au spectacle de ses fils. Mais il y a à peine 1 mois, quand nous l'avons rencontrée pour la première fois, son état de santé était beaucoup moins grave. Moi, je viens de Valence. Je viens d'une place où il y a la mer, la Méditerranée. Ça fait combien de temps que vous êtes au Québec? Ça fait 33 ans. Et vous avez aimé ça? J'aimais ça. Sauf les hivers, par exemple, qui sont trop longs. Il y a moins de plage, moins de soleil. Mais à part ça, le reste, ça a bien été. On était bien. Carmen Dalmo est espagnole. Elle a eu 3 fils, Marcos, Bernard et Arcadio. Elle a élevé ses 3 enfants seule et a travaillé toute sa vie comme cuisinière. Puis, un beau jour, la maladie a tout bouleversé dans sa vie. Ça a commencé que j'étais fatiguée. J'étais tout le temps fatiguée. À ce moment-là, je devais avoir à peu près 50 ans. C'était la ménopause et tout ça. Et le médecin a commencé à dire que j'avais un fibron dans l'utérus. Mais que peut-être, après la ménopause, il partait toute seule. Quand j'avais 58 ans, 8 années de plus, comme il ne partait pas, ils ont commencé à voir une bosse ici, à côté. Ils commencent à dire, bon, peut-être qu'il ne part pas, ça serait mieux de l'opérer. Et dans l'opération, quand ils m'ont ouvert, ce n'était pas un fibron, c'était une tumeur. Votre bosse a grossi un petit peu ici. Elle a survécu à cette première tumeur. Puis, il y a quelques mois, une autre tumeur est apparue et des métastases. Cette fois-là, son médecin ne lui a donné aucun espoir. J'étais à l'hôpital, ils m'ont dit, il n'y a rien à faire. C'est fini. Il n'y a pas aucun traitement ni rien. Même il dit, à peu près 3 mois à vivre. Imaginez-vous, je suis sortie. J'étais justement avec mon amie Julia. Ça fait qu'on a fait tout le trajet en autobus sans dire un mot, jusqu'à arriver à la maison. Ça fait quand on arrivait ici, j'appelais les enfants, je dis tout ça. On était comme ça, comme en blanc. Je ne savais pas quoi penser. Je ne savais pas quoi faire ni quoi penser. Et voilà. Carmen Dalmo vit seule. Ses fils viennent de plus en plus souvent chez elle pour l'aider à tenir sa maison. C'est que rapidement, elle a perdu ses forces et son autonomie. Malgré cela, elle contrôle encore sa vie et son plus grand désir, c'est de rester chez elle le plus longtemps possible, idéalement jusqu'à la fin. J'essaie de venir au moins toutes les semaines, oui. C'est sûr que, bon, on habite loin, j'ai des enfants, tout ça, c'est compliqué un peu. Mais toutes les semaines, oui. Puis généralement, les journées, c'est elle qui décide, elle me fait faire toutes sortes de choses. Mais tout ça ne suffit pas. Elle a besoin d'une présence constante, jour et nuit. Son fils Arcadio, qui vit en Espagne, a donc décidé de venir s'installer chez sa mère, avec sa femme Eva. Ils sont arrivés le 3 juillet. Oui, oui. Que bien loin de Paris. Salut. On s'en va-tu voir mamie, là? On s'en va voir mamie? Ah oui, on s'en va voir mamie. Si elle va assez bien, je vais retourner à mes affaires, mon travail pour revenir plus tard. Si je la trouve un peu mal, je vais rester. Que ta maman.
Oui. Je pense qu'elle m'attendait. Depuis le départ, moi, j'étais préparé à ce que quand elle aurait eu besoin de moi, je venais, c'est sûr. Tu vois, mamie va avec une marchette. Tu veux l'essayer? C'est quoi une marchette? C'est ça. Ça? Oui, C'est comme pour ça. marcher. C'est pour marcher. C'est pour marcher? Quand on a mal au cham, mamie a mal à la cham. Oui. Alors il prend la marchette pour marcher. Dans son état, Pour Carmen s'appuyer. Dalmau pourrait déjà être hospitalisée, Pour mais elle ne s'appuyer veut comme pas. ça. Actuellement, au Québec, il y a de plus en plus de gens qui se meurent et qui, comme elle, veulent aller à l'hôpital le plus tard possible, et idéalement jamais. Il n'est pas question ici de savoir s'ils ont raison ou tort, mais il est question de savoir s'il est possible de rester chez soi, même dans la phase terminale d'une maladie. Et je me lève, j'ouvre les fenêtres, je peux écouter la musique ou faire n'importe quoi. Si je suis à l'hôpital, qu'est-ce que je vais faire? Je vais rester couché, parce que tout le monde il dort à 5 heures du matin. Ou même s'il ne dort pas, bon, c'est l'heure de déjeuner, il faut que je déjeune à cette heure-là, même si je n'ai pas faim. Au moins, si je suis chez moi, ben, je vois mes choses, je peux lire un peu, regarder la télévision, n'importe quoi, regarder dehors. Des amis qui viennent prendre un café. Ça, c'est mon chemin de tous les jours. Julia Martin est une amie de Carmen Dalmau. Elle fait partie du réseau qui s'est créé autour d'elle depuis que son état a empiré. Quand j'arrive à l'escalier, je fais poum, 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 poum. Et là, 1, 2, 3, 1. Personne ne te va violer, hein? Personne ne te va violer. Comment ça va? Ah, ça va. Ça va, ma chérie? Oui. Ça va? Tu es belle aujourd'hui? Oui. Je suis un tout petit peu fatiguée, mais ça va. Mais ça prend plus que la bonne volonté d'une famille et des amis pour arriver à accompagner un proche qui va mourir. Ça prend un médecin qui sera à domicile au besoin, comme lui, Benoît Deschamps. Et idéalement, ça prend le soutien de toute une équipe d'un CLSC. Ben oui. La Lola Brigida du plateau Montréal. C'est ça. Malheureusement, au Québec, les services à domicile pour les mourants et leurs proches, ça change d'une région à l'autre, voire d'un CLSC à l'autre. Et l'appétit, ça s'en va aussi avec le cancer qui progresse. Carmen Dalmau a la chance de vivre sur le territoire du CLSC Saint-Louis-du-Parc. Ce CLSC et 4 autres de la région de Montréal ont suivi depuis 3 ans plus de 500 patients en phase terminale. Ce projet devrait permettre de développer un modèle de soins palliatifs à domicile. Mais la douleur varie beaucoup d'une fois à l'autre. Aussitôt qu'il y a une nouvelle bosse qui sort, il y a une nouvelle douleur qui sort. C'est quel médicament vous voulez utiliser? Pour la douleur, on va continuer d'augmenter les patchs parce qu'elle est encore à très petite dose. Il y a un défi particulier avec Mme Dalmau? Avec Mme Dalmau, il y a des défis un petit peu de contrôle de symptômes. Elle est très sensible aux médicaments, très sensible à la nausée puis aux étourdissements. En quelques semaines, la maladie a gagné du terrain. Carmen Dalmau est de plus en plus faible. Entre autres, ses problèmes respiratoires ont beaucoup augmenté. On ne peut plus la laisser seule et ses fils sont plus inquiets. À tous les jours, des membres de l'équipe du CLSC viennent à la maison pour les aider et s'occuper de leur mère. Moi, ça va, c'est vous? Pas trop. Non? Essoufflé ce matin, hein? Très soufflé. OK. Alors, Justement, je pense qu'on ne prendra pas mon bain. c'est bien correct. Parce que le matin, je suis trop soufflée. Ouais. J'ai trop de choses. Voulez-vous que je revienne Ça va après-midi? être trop fatiguée. Après-midi, je peux venir? J'ai de la place, puis il n'y a pas de problème. L'auxiliaire Michel Pérusse reviendra en après-midi lui donner son bain. C'est cette souplesse qu'il faut pour les patients en phase terminale à domicile. Au Québec, 9 personnes sur 10 meurent dans un hôpital, un des taux les plus élevés des pays industrialisés. On pourrait croire que c'est ce que les gens souhaitent, mais à partir du moment où on offre le choix, le pourcentage des gens qui meurent chez eux change de façon surprenante. Notre taux de décès à domicile est passé pour les 5 CLSC. La moyenne des 5 CLSC avant le projet était d'environ 17 et maintenant il est passé à 50 Je suis chez Mme Dalmau et elle demande si c'est possible d'avoir plus qu'un bain par semaine. Oui. Quand je suis arrivé, elle se levait quand même, tout seul, tout ça. Je trouve qu'elle a changé pas mal. Là, elle a besoin de l'aide pour se lever du lit, pour aller à la toilette. Avant, elle arrivait à se préparer quelque chose à manger. Maintenant, c'est impossible. Fait que ça va vite, je pense. Fait que j'ai décidé de tout laisser pour m'occuper de ma mère, jusqu'à la fin.
Ce que nous disent les proches de Carmen Dalmau, c'est qu'au-delà des services du CLSC, dans cette aventure qu'est l'accompagnement d'un proche dans la mort, il y a autre chose. Il faut affronter ses peurs, ses propres limites. Beaucoup de familles d'aidants naturels nous disent « Moi, c'est pas grave, on verra après le décès. J'ai toute ma vie après pour s'occuper de moi. » Maintenant, je suis beaucoup plus conscient. Entre autres, je vais demander aux familles, maintenant, avant de demander aux patients, si c'est pensable qu'une personne décède à la maison. Actuellement, elle est très malade. Et on a été à l'hôpital le mardi passé et on a dit qu'elle a plein de tumeurs partout dedans. Là, maintenant, elle a la misère à respirer, à parler, à tout, à marcher. Elle n'a pas le goût de manger, beaucoup de choses maintenant. Je ne sais pas si ce sera presque la fin, mais je ne sais pas. Et est-ce qu'il y a des questions éthiques particulières? Peut-être un petit peu. Quand les patients nous demandent de les aider à en terminer. On a eu... À un moment donné, il y a certains patients qui vont nous demander, ils ont dit, moi, je ne veux pas non plus là, être traîné, être un fardeau. Ils ont dit, quand ça viendra le temps, il va être là pour m'aider à quitter plus vite. À ce moment-là, ce que c'est une demande de soutien plus qu'autre chose. C'est plus que se faire rassurer qu'on va être là pour les supporter jusqu'à la fin, on ne les abandonnera pas. Attention à vous. Merci. Bon week-end. Est-ce que vous pensez à ce que vous êtes en train de vivre parfois? Qu'est-ce que vous vous dites? Il faut accepter. C'est pas On ne peut révoltant? rien faire. Non. Comment on se sent quand on vit ça? On a un petit peu peur de passer d'un côté à l'autre. Mais pour le reste, moi, personnellement, je n'ai pas peur. Je suis conscient que ça m'arrive, qu'il faut l'accepter. J'ai déjà fait tout ce que je devais faire ici, dans ce monde. Mais ça fait un petit peu toujours la peine de laisser nos enfants, nos petits-enfants. Et c'est tout. Je suis pas médecin, qu'est-ce que je peux faire? Je pense que le rôle, c'est de lui donner le plus d'amour possible. C'est la seule chose qu'on peut faire, hein? Qu'est-ce que vous croyez que vous leur avez appris, surtout? À être honnête, à être de bonnes personnes, qu'elles soient le plus heureuses. C'est tout. Carmen Dalmau est morte chez elle le 25 juillet. Elle était entourée de ses fils et de ses amis. La plupart des gens sont très fiers d'avoir accompli cette tâche-là, d'avoir aidé leurs personnes, leurs êtres aimés à la maison jusqu'à la fin. Je peux pas m'exprimer en paroles. C'est un souvenir d'une extrême beauté, mais en paroles, je saurais pas quoi dire. Il n'y avait pas de personnel médical autour de nous quand ma mère est décédée. C'était nous qui étions là. C'est nous autres qui accompagnions ma mère là-dedans. Puis on se sentait beaucoup plus près, je pense. En tout cas, je parle pour moi, là, je parle pour mes frères, mais je suis beaucoup plus près de ce qui se passait envers ma mère que si on avait été à l'hôpital. On est à Victoriaville, au CLSC Suzor-Côté. Le docteur Alain Huppé se rend à la réunion d'une équipe spécialisée en soins palliatifs. Bonjour. Votre café, là. OK. Désolé de mon retard. Concernant le milieu familial, en termes d'état de situation, ça chemine. C'est sûr qu'on ne peut pas dire que c'est facile, on mentirait, là. Mais je veux dire, on aime mieux l'avoir à la maison que de l'envoyer dans les centres hospitaliers, là. Jusqu'à temps qu'on va pouvoir lui donner les soins. Linda Lantagne a 42 ans. Son mari a un cancer. Il est à la maison et ceux que vous voyez ici, ce sont ceux qui le soignent, chez lui. Linda Lantagne assiste à toutes leurs réunions. Aujourd'hui, son fils aîné Philippe l'accompagne. On va se donner encore 24 heures. Si le nombre d'entredoses augmente, il faudra rajuster notre médication régulière pour essayer de contrôler un peu mieux la douleur, pour avoir moins besoin d'entredoses. Dans le jargon du milieu, on appelle ça une équipe multi, pour multidisciplinaire. Il y a une travailleuse sociale, une infirmière,
une diététiste, une auxiliaire familiale et les 2 responsables des services à domicile. Là, je veux dire, avant ça, il était capable de marcher un petit peu avec la marchette, tout ça, mais à chaque fois qu'il change d'étape, là, je veux dire, c'est comme si ça lui donnait un autre coup, là. La situation, c'est ça. François Allaire a 46 ans. Il a un cancer du côlon et des métastases au cerveau. Ça fait près de 3 mois qu'on lui a appris qu'on ne pouvait pas le guérir. Tout ce qu'il reste à faire, c'est le soulager, lui offrir des soins palliatifs. Il y a eu de la colère, il y a eu de la frustration, il y a eu du pourquoi, il y a eu plein de choses. Il y a eu plusieurs étapes. On a appris à vivre une journée à la fois aussi avec ça. Donc tout le monde dit on fait le saut. Tu dis toi, c'est pas toi, c'est un autre. Après ça, ben, tu l'avales un peu, tu l'acceptes, faut que tu t'adgères. Après ça, ben, tu essaies de continuer avec ça, là. Pas évident, les pichecs, là. À tous les jours, François Allaire et sa femme reçoivent la visite de membres du personnel du CLSC. Allô, Linda, comment ça va? Ça va. Oui. Oh, il fait chaud aujourd'hui. Ça fait beaucoup de monde, mais ils ne sont pas là en permanence, comme à l'hôpital, à courant au son d'une cloche. Alors ils doivent enseigner aux proches comment poser certains gestes que, normalement, un médecin ou une infirmière devrait poser. Au début, là, j'avais de la misère, mais là, ça va bien. Non, ça va super bien. J'ai pris à twist. Ouais. C'est des bons liens qu'on se crée parce que, je veux dire, on devient à l'aise, en tout cas. Je veux dire, il y a quand même... Il y a une chimie qui s'installe assez souvent là, au début, puis même comme avec France, l'intervenante, c'est la même chose. Là. Docteur Huppé aussi. Là. J'aime, si on peut dire, ce type de défi, d'aller rencontrer des gens qui doivent mourir et essayer de les accompagner dans ce processus de mourir-là. Pour bien faire ce travail d'accompagnement, il faut passer beaucoup de temps avec chaque patient. On est loin de la pratique de bureau à 10 minutes par personne. Alors les médecins qui font ce travail, parfois, gagnent moins cher que d'autres. Il est donc difficile de les attirer vers cette pratique, ce qui n'aide en rien la mise sur pied de services de soins palliatifs à domicile. Bonjour. Comment ça va? Ça va bien? Oui. Vous passez une bonne fin de semaine? Oui. Ah oui? Toute la fin de semaine au complet? Oui. Activité vendredi, samedi. Samedi. Vendredi, samedi. Hier, c'était super. Le premier terrain que je visite, c'est le terrain de la personne où je vais. Donc, c'est son domicile, c'est les lieux physiques. Mais le deuxième terrain qui est le plus important, c'est son terrain personnel. Donc, qui il est, quels sont ses choix, ses valeurs, ses désirs, ses buts dans la vie, sa façon de voir les choses. C'est le document sur les soins palliatifs. Jacques Gélina, c'est un des administrateurs qui ont créé ce programme au CLSC de Victoriaville. Quand il en parle, il parle peu de chiffres. Plutôt, il nous explique à quel point les règles du jeu changent lorsque l'on soigne à la maison. Le plus grand droit de la personne, où elle a le plus de facilité à exprimer ses volontés, c'est quand elle est chez eux. Oui, vous pouvez entrer. À l'hôpital, on rentre. Nous autres, on est obligés d'attendre que la personne nous dise « Oui, vous pouvez rentrer ». Oui, je suis en forme pour prendre mon bain ou j'aime mieux vous venir à 2 heures après-midi. C'est ça le pouvoir que les gens se donnent sur leur mourir. Et moi, l'effet qu'il soit à l'hôpital, je le sentirais plus loin. Là, les nuits, on les passe ensemble. Je veux dire, je suis juste au côté, là. Je veux dire, on est encore dans le même lit, là. Je veux dire, on a la chance de tenir la main, là. Je veux dire, mais à l'hôpital, je suis pas sûre, je serais dans le fauteuil, puis j'y tiendrais la main, mais là, la nuit, je suis pas sûre que j'irais passer les nuits là. J'ai ma petite famille ici aussi, là. Tu es capable de t'avancer un petit peu plus sur le bord? Mais lorsqu'on transporte une partie de l'hôpital à la maison, ça fait beaucoup de monde qui entre et qui sort. Depuis que François est malade, c'est sûr qu'on a tous les intervenants. En plus de la visite, là, j'ai l'impression que ma maison, là, c'est... on dirait que notre vie privée s'en va un petit peu là, à ce moment-là parce que, je veux dire, il y a tellement de circulation dans la maison. Température, es-tu bonne? Depuis des années, tout le personnel du CLSC Suzor-Côté a été formé pour donner de pareils soins. Formé pour travailler dans des conditions et avec un équipement particulier, mais formé surtout pour travailler dans l'intimité d'une maison, à proximité de la famille. Au début, quand on avait su le diagnostic, moi, je disais, ça n'a pas d'allure.
il serait mieux avoir décédé subitement. T'es comme révolté un petit peu. Mais pas longtemps après, ça m'a pas pris de temps à réaliser, de dire non, je pense que j'aime mieux le vivre comme ça. Il y a plein de choses qu'on s'est dit, sinon on aurait manqué beaucoup. 46 ans, là, on aurait eu encore un bon bout. On avait encore des belles années devant nous autres, là. Là, je veux dire, on était une petite famille, là, puis il me semble que ça change une vie, là. On me dira si ça change. C'est pour ça que les visites, là, ça nous donne un sens parce que, justement, on s'accroche à eux autres, on leur fait confiance. Puis aussitôt qu'on a des questions, on a des peurs, bien, je veux dire, ils sont là pour nous répondre, ils nous rassurent. Ça, ce transfert-là, ici, ça se fait bien. Et ici, comme ailleurs dans la province, quand on offre ces services, ça semble vraiment répondre à un besoin. À Victoriaville, il y aurait 2 fois plus de gens qui meurent à domicile qu'à la moyenne québécoise. Mais tout ça, ça ne s'est pas fait en un jour. Ça a commencé il y a longtemps. En janvier 86, j'avais écrit au CLSC un papier de programmation d'activité. C'est loin, hein, 15 ans. À l'heure des compressions dans le monde de la santé, on se demande comment à Victoriaville on arrive à offrir de pareils services. Ce qu'on nous dit, c'est que ça prend plus que de l'argent. Ça prend une grande détermination parce qu'un CLSC n'est pas obligé de le faire. C'est clair que c'est pas juste une question d'argent parce que l'argent, j'ai toujours dit que le ministère de la Santé et de Services sociaux en avait abondamment. On évalue les coûts d'hospitalisation à peu près actuellement à 500 $ par jour. À domicile, on peut peut-être considérer, je sais pas, 100, 150 $ par jour en termes d'intervention. Ici, la vie continue. La sœur de François Allaire vient passer une journée par semaine avec la famille pour aider et garder le contact avec son frère. Au besoin, on peut rejoindre un membre du CLSC jour et nuit, 7 jours par semaine. Quant à François, on sent que ses forces l'abandonnent. Je fais surtout de la bouffe. De temps en temps, je vais voir François si tout va bien. Puis le midi, quand il se lève, ben, je lui aide, prépare son dîner. Puis dans l'après-midi, ben, quand je retourne leur coucher, je lui propose toujours de lui faire un petit massage. C'est difficile, là. Mais à chaque fois que je viens, je repartais puis je flottais. J'ai parlé avec lui, on a jasé. Ça faisait du bien. Ça faisait du bien de... Moi, je trouve que ça fait du bien d'en profiter. François et Linda ont 3 enfants et eux aussi sont témoins jour après jour de la vie de leur père qui s'achève. Moi, la manière je vois ça, j'ai comme le temps de me préparer à ce que ça arrive. C'est moins pire que si ça arriverait bang, je vais quand même plus prêt, j'aurai le temps de faire des forces, puis je vais avoir le temps de lui dire ce que j'ai à dire. Puis au hockey, nous a toujours montré que l'important, c'est de s'amuser. Quand, mettons, c'était important, là, tu nous disais, amusez-vous, allez sur la glace, amusez-vous. Tout va aller bien. C'est quand il y en avait qui se fâchaient, mettons, dans la chambre, on nous disait, hey, comment les boys, tu sais. On leur dit, c'est pas si grave que ça. C'est dur? C'est dur comment? Ben, je sais pas comment dire ça, mais c'est le sentiment de le voir souffrir qui nous fait que c'est plus dur. Il y avait le goût du thé glacé un matin. C'est difficile, mais ça me fait pas peur, par exemple. Même s'il mourait aux côtés de moi, là, je veux dire, c'est le mien, là. On est encore ensemble, on couche encore ensemble, puis je veux dire, je pourrais mourir la main dans la main, ça me dérangerait pas, là, je pense. C'est beau. Elle est à 126 sur 84. Le mourir à domicile au Québec a existé pendant nombre d'années. Et je suis assez vieux pour avoir vu quelques personnes des autres générations mourir à domicile dans les affres de la mort, qu'on appelait à ce moment-là. Donc, ça l'a pris plusieurs années avant qu'on pense que c'est possible de mourir à domicile dans un certain bien-être. Je pense qu'on avait du temps à rattraper et qu'on était en train de le rattraper. L'eau est chaude là-bas? Ça bien, ça rafraîchissait. On est le 19 juin. Toute la famille est réunie autour de François. Ce sera leur dernier repas ensemble. Pas d'équipement, pas de personnel soignant, juste une famille. Tu veux un petit peu de salade de mamie? Oui. François Allaire est mort 5 jours plus tard, le 24 juin. Il est mort comme il le souhaitait, entouré des siens. 2 mois plus tard, on retrouve Linda Lantagne. Elle se souvient de ses derniers jours. Là, il me disait, là, j'ai-tu le choix, là? J'ai comme pas le choix, là. Ça s'en va graduellement, puis je peux pas rien y faire, je peux pas rien arrêter. J'ai comme pas le choix, là. Fait que, tu sais, de se laisser aller,
il nous le disait, là, je veux pas vous laisser. Moi aussi, je voulais voir les petits-enfants, les enfants grandir, mais c'est fini. François Allaire et Carmen Dalmau ont pu choisir de mourir à la maison. Et ils ont eu tout le soutien nécessaire. Dans le milieu de la santé, certains croient qu'avant longtemps, on va nous inviter à mourir chez nous. Pas parce qu'on l'aura choisi, mais uniquement pour des raisons d'économie. Ce qui fait dire à ces mêmes personnes que l'État devrait développer ce genre de service partout dans la province, pour qu'il soit disponible pour tout le monde.